Ik hoop dat in Chine vakantie hebt gehad nu is het tijdwoord de Formule 1. Voilà sur ces mots doux, fluides, papillonnants comme des petites vagues de jazz, de Deutsch, cette langue si douce, qui voulait dire « J'espère que tu as passé d'agréables vacances ». Place maintenant à la Formule 1. C'est le retour donc de la Formule 1 au premier plan après cette première partie de saison très intéressante. Première partie de saison, on rappelle, début de saison, Max Verstappen et Red Bull qui sont arrivés, Tony Truant qui ont dominé le plateau, et puis petit à petit cette domination s'est effritée. On a vu Ferrari revenir dans un premier temps, puis Mercedes et surtout McLaren qui s'est affirmé comme l'une des voitures les plus compétitives du plateau à la fin de cette première partie de saison. Et même si Red Bull et Verstappen ont fait le plein de points en début de saison, petit à petit l'avance commence à tout doucement s'effriter, surtout championnat constructeur. Rappel des points, donc avant Zandvoort, c'était 78 points d'avance pour Max sur Lando Norris, donc un bon matelas quand même au championnat pilote. Au constructeur, seulement 42 points entre McLaren et Red Bull, et il restait donc 10 manches au champ, 10 plus loin, manche de championnat du monde. Et on était donc à Zandvoort. Comme tu vois, j'ai bien travaillé mon néerlandais, il est fluide, il est doux. Pour la revanche donc de Max quand même à domicile, on attendait quand même un peu que Max Verstappen et Red Bull reviennent dans cette deuxième partie de saison et chez lui à domicile viennent un peu montrer les crocs. Et ben on a été surpris par une extrême domination de Lando Norris qui a complètement assommé la concurrence. McLaren hors de contrôle sur ce Grand Prix des Pays-Bas, qui a vraiment fait le point de plein et surtout a impressionné la concurrence sur ce Grand Prix. On va aussi parler donc du coup des déboires de Mercedes qui n'a pas vraiment maximisé son Grand Prix, des petits problèmes à droite à gauche qui ont quand même compromis ce week-end de course, pendant que Ferrari a réussi, mine de rien, à faire un surprenant dimanche pour venir récolter des points assez précieux. Et puis on va revenir sur ce qui s'est passé quand même, l'actualité des transferts toujours, avec l'arrivée donc chez Alpine de Jack Doohan. Et puis le coup près est tombé, on l'attendait tous. Non, ce n'est pas Lance Stroll, calme-toi, ne sors pas le champagne tout de suite. C'est Logan Sargeant, et oui, ça y est, Williams a craqué, il le vire, il le dégage, il va être remplacé par Franco Colapinto. Et on en parle tout de suite, donc on va décortiquer ce transfert après un week-end catastrophique de Logan Sargeant. Ça reste donc assez logique, on en parle, on en discute, c'est le grand retour pour cette deuxième partie de saison, et c'est avec Enfin Bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le Grand Prix des Pays-Bas, donc à Zandvoort, la capitale de Max. À domicile, c'était orange. Les gars, arrêtez de jeter des fumigènes comme des excités à la fin du Grand Prix. Là, on voit plus rien. Ça reste du sport auto. Les mecs sont quand même à 200 km/h. Ils sont obligés de piler à fond parce qu'on voit rien. En fait, c'est juste dangereux. Voilà, le néerlandais a du mal à comprendre. Allez, on revient sur ce Grand Prix auquel, c'est vrai, on attendait Max au tournant quand même. On s'est dit, il va revenir dans le game. Là, il va quand même plus ou moins être favori à domicile, même si actuellement Red Bull est en difficulté, par rapport en tout cas à ses concurrents directs et notamment McLaren. Mais Lando Norris nous a fait une démonstration. C'est la démontada. On sortait là quand même d'une période avec Max dominatrice où il collait des 20 secondes à chaque Grand Prix d'écart. Là, Lando Norris a tout simplement collé 22 secondes d'avance à Max Verstappen en passant la ligne. 22 secondes. Et ça s'arrête pas là. On va revenir sur la physionomie globale quand même de ce week-end de course pour montrer à quel point il a été dominateur. D'abord les qualifications où Lando Norris s'est donc qualifié premier,
Piastri troisième, c'est dommage parce que c'est vrai que il est à 4 dixièmes de son coéquipier, mais déjà Max Verstappen pointe à 3 dixièmes et demi de Lando Norris. Un gouffre franchement sur des qualifications, surtout à Zandvoort. Et déjà Lando Norris a une énorme marge. Alors Lando Norris va quand même nous gratifier, et ça c'est vrai qu'il va falloir quand même régler le problème chez McLaren, d'un nouveau départ raté. On rappellera quand même, alors c'est vrai qu'actuellement Lando Norris ne joue pas le championnat du monde, j'estime en tout cas qu'il est encore trop loin. Il faudrait vraiment un grand retour des circonstances spéciales pour qu'il puisse vraiment revenir. On sait jamais, mais pour l'instant c'est pas le sujet du moment, on va dire. Mais c'est vrai que quand on repense quand même à des moments, si on veut jouer le championnat, si on veut jouer le titre, on est obligé de réussir ses départs. Rater ses départs, moi quand je vois des départs ratés comme ça, systématiques sur plusieurs grands prix d'affilée, quand on joue la victoire et qu'on la perd à cause de ça, ça me fait penser à l'année où Lewis Hamilton perd contre Nico Rosberg. C'est une année où Lewis Hamilton, c'est vrai, a beaucoup de malchance. C'est son moteur qui lâche à plusieurs reprises, notamment le dernier, le Malaisie qui lui fait très mal. Mais sur cette saison, ce qui est criant surtout, c'est que Lewis Hamilton loupe énormément de départs et chute à chaque fois du classement, en fait, à chaque départ. Et il est condamné à faire une course de dépassement. Le problème, c'est qu'une course de dépassement, elle marche sur certains types de circuits, des circuits où il est plus facile de doubler. Et puis, il faut avoir une voiture assez dominatrice par rapport aux autres. Et si c'est pas le cas, on se retrouve englué dans le trafic et c'est là qu'on perd beaucoup de points. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil quand même. Pour gagner un championnat du monde, c'est les détails qui comptent. Et ça, c'est un détail majeur quand même. On ne peut pas continuer chez Lando Norris à louper ses départs comme ça de manière constante. En tout cas, ça ne l'a pas empêché, au bout de quelques tours, une quinzaine, je crois quand même, il aura laissé à Max Verstappen en tête, de venir littéralement le déposer Max. Donc un faible écart, 3 secondes environ, 3 secondes et demie, et puis petit à petit, la McLaren qui tout simplement ne mange pas ses pneus. Là où Red Bull, c'est vrai que c'était la force de Red Bull, on l'avait vu, c'était la gestion pneumatique, cette capacité à maintenir un rythme sans taper dans les pneus. Et cette gestion pneumatique, elle n'existe plus, en tout cas pas sur le rythme imposé par McLaren. Et Red Bull, les pneus, on l'a vu, les pneus de Max, ils ne tiennent pas. Il l'a signifié à son écurie, voilà, j'ai mes pneus surchauffent, et il ne pouvait plus tenir ce rythme. Et Norris est venu le déposer, et ensuite il s'est envolé pour venir donc lui coller 22 secondes d'avance, une marge phénoménale. Piastri est presque décevant à côté par rapport à la physionomie, pas au niveau pour aller caler un doublé malheureusement, l'Australien, mais vraiment impressionnant cette McLaren, impressionnant. Voilà, on le savait et maintenant c'est un peu écrit dans le marbre, cette voiture ultra dominatrice. Il faut quand même garder une petite parenthèse sur cet événement. On se rappelle quand même de Ferrari à Monaco qui avait amené des évolutions en Espagne. À Monaco, c'était la Fiesta del Sol, c'était parti, ils avaient collé à tout le monde et après c'était la cata. Ils s'étaient rendu compte qu'en fait c'était des évolutions qui ne marchaient pas forcément et il fallait un peu de temps pour les évaluer. Bon là, elles ont l'air quand même de marcher parce qu'en effet, McLaren a décidé de ramener un package d'évolutions majeures donc sur sa McLaren. Mercedes aussi au passage, je tiens à le dire. McLaren qui a amené donc des évolutions en grande partie aérodynamiques. On le voit sur les pontons, on l'a vu sur le plancher. Donc voilà, beaucoup de changements aérodynamiques qui ont l'air de payer puisque là, c'est vraiment un gouffre. Le circuit de Zandvoort reste un peu différent, mais pas non plus complètement atypique. On va voir directement à Monza où se situe McLaren, mais franchement, ils ont l'air quand même très, très, très costauds. Et là, les problèmes commencent pour Red Bull parce que Max tient la baraque tout seul. Pérez était encore en grande difficulté malgré les éloges qu'il se fait à lui-même alors qu'il finit à 20 secondes de Max. Voilà, c'était moins catastrophique que d'habitude, mais enfin, c'était pas flamboyant non plus. Et là, Red Bull doit serrer les dents. McLaren, donc, sur ce Grand Prix, a marqué encore... alors, attendez, je regarde. A marqué 38 points. Red Bull 26, c'est encore 12 points de repris. Et McLaren n'est plus qu'à 30 petits points
de Red Bull. Ça y est, en ligne de mire, 30 petits points. Le danger est imminent. Allez, on est obligé d'aborder le sujet Mercedes pour la suite donc de ce Grand Prix de Zandvoort. Mercedes qui repart un peu déçu quand même de ce Grand Prix. C'est vrai qu'on l'est un peu aussi. Mercedes, pour rappeler quand même cette fin de première partie de saison, nous a totalement éblouis. On rappelle les 4 derniers Grands Prix de la première partie de saison. En Autriche, c'est un doublé de Mercedes. En Angleterre, c'est la victoire de Lewis. En Hongrie, c'est un podium. Et en Belgique, c'est un doublé qui est annulé, c'est vrai, parce que Russell a 1,5 kg en trop, mais sinon, c'était un doublé. Et donc, c'est une nouvelle victoire d'Hamilton. Donc, quand même, c'est 3 victoires sur les 4 derniers Grands Prix, Mercedes. Un beau retour en forme et puis surtout des stratégies optimisées, des rythmes assez impressionnant. Et puis là, des retours un peu dans des travers. Alors le travers, c'est se louper en qualification qu'on a vu assez souvent quand même cette année. Problème à gérer, c'est les samedis pour l'écurie allemande, avec un loupé pour Lewis Hamilton. C'est pas la première fois que ce soit Russell ou Hamilton donc qui se retrouvent hors du top 10. Alors pourquoi ? C'est vrai que la physionomie donc de ces qualifications est un peu particulière, mais dans la deuxième partie des qualifications, donc la Q2, la piste va se réchauffer et les temps vont donc chuter dans le dernier tour lancé. Problème de timing, Hamilton qui fait pas forcément le meilleur des tours et sur une piste qui s'améliore, il est sorti de cette Q3, donc enfin il ne participe pas à sa Q3 et il est qualifié 14e sur la grille. 14e, forcément, ça le condamne à faire une remontée pendant le Grand Prix. Alors, on limite la casse quand même chez Mercedes, puisqu'on cale Russell à la 4e place. Mais le problème, c'est que en course, ça va s'inverser. Comme souvent, c'est vrai que Lewis Hamilton est assez impressionnant le dimanche. C'est une bête, c'est un fauve, c'est un animal. Le Britannique qui, littéralement, va afficher un rythme dantesque. Et c'est ça un peu la déception, parce que quand on voit le rythme de Lewis, on se dit, putain, c'est dommage quand même qu'il soit pas bien placé sur la grille, parce que là il jouait le top 3. Pour moi il était dans le 3e ou 2, il avait peut-être même titillé Max Verstappen. Alors je pense qu'il n'était pas dans le game pour aller chercher l'intouchable Lando et sa McLaren. En revanche un podium c'était totalement possible. Et voilà, donc il va condamner à une remontée, il va finir à la place à laquelle il peut le mieux espérer, on le rappelle, le top 8, donc il finit 8e. Et puis devant lui va se situer George Russell qui pourtant va prendre un bon départ, va se retrouver à la 3e place mais va simplement pas tenir. Alors j'étais surpris comme tout le monde à une quinzaine de tours de la fin quand Mercedes choisit de faire rentrer George Russell qui était sur un arrêt, sur un unique arrêt et qui passe en stratégie à 2 arrêts. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit bon ok, derrière il a Sainz et Perez, mais est-ce qu'il peut pas tenir ? Bon, visiblement post-course, lui-même a avoué que ses pneus commençaient à complètement chuter, qu'il ne se voyait pas du tout finir le Grand Prix sur ce train de pneus. Il aurait donc probablement perdu sa place contre Sainz et Perez, peut-être même Hamilton, mais surtout, est-ce qu'il aurait fini le Grand Prix sur ce train ? Et donc, ils l'ont changé. Le problème, c'est que le timing fait que il ressort avec une vingtaine de secondes. Il ne reste pas assez de tours pour combler cet écart. Et George Russell va finalement finir 7e. Tristouné un petit peu pour Mercedes, c'est vrai, 7e et 8e. Mais bon, si c'est tristouné pour les uns, c'est forcément un peu mieux pour les autres. L'écurie qui a un peu surpris son monde ce week-end, ce dimanche en tout cas. Alors c'est évidemment McLaren. Bon ça, McLaren sont sur une autre galaxie. Là vraiment, ils ont assommé la concurrence. Mais c'est Ferrari, c'est vrai, qui a fait un week-end surprenant, très en difficulté le samedi. Un peu nulle part, les qualifications qui se passent moyennement avec un Charles Leclerc qui arrive quand même à limiter la classe, qui se classe 5e, mais Carlos Sainz qui se fait sortir, qui est 11e sur la grille, et on sent pas que la Ferrari a du rythme. On vise la 6e, la 7e, peut-être la 8e place dans ces eaux-là. En tout cas, pas grand-chose. Et finalement la Ferrari s'est réveillée total le dimanche. Alors, les explications, eux-mêmes ne l'ont pas, et ça c'est finalement un raisonnement que j'ai trouvé très pertinent de Charles Leclerc, qui lui-même après la course dit quand ça se passe pas bien, c'est important de comprendre, et quand ça se passe bien et qu'on comprend pas pourquoi ça se passe mieux que prévu, il faut aussi le comprendre. En effet, ça c'est vraiment le meilleur moyen de progresser quand même, parce qu'on n'attendait pas Ferrari autant à la fête, en tout cas le dimanche, autant performant.
Leclerc qui a mis la pression sur Piastri, qui avait un bon rythme, qui est venu chercher la 3e place, Sainz qui finit 5e, qui est venu mettre la pression, qui a dépassé Pérez, qui a mis un peu la pression. Donc vraiment, c'est vraiment surprenant. Et à comprendre comment sur la typologie du circuit de Zandvoort avec ses bankings, ses inclinations, peut-être le fait que le pneu arrière soit sursollicité a fonctionné sur la Ferrari et peut-être que ça a pesé sur les trains de pneus des concurrents. En tout cas, le résultat est que Ferrari reste donc dans le bon wagon. Allez, c'est l'heure du point trans. C'est le point transfert. C'est le point trans. C'est faire, c'est le point transfert. L'album est disponible sur toutes les écoutes, sur Deezer, tous les podcasts. Merci à tous mes follow. Voilà, donc on attaque le point transfert. Et le point transfert, il revient sur la situation qui a été débloquée donc par Carlos Sainz, qui avait signé donc chez Williams. Monsieur Carlito, Monsieur El Rey d'Espagne, qui avait bloqué les transferts, a enfin libéré les transferts et petit à petit les écuries recrutent pendant que tu te caressais le corps de Monoï. Oui, ça s'est activé en coulisses et on s'est retrouvé donc avec un transfert donc chez Alpine, donc Esteban Ocon qui n'était pas renouvelé, et c'est Jack Doohan qui va venir chez Alpine. Alors Jack Doohan, c'est un pilote de 21 ans australien qui est dans le giron Alpine, enfin le giron Renault depuis longtemps, donc c'est un recrutement assez logique. Il a un palmarès qui est quand même assez intéressant. Il a été 2e championnat d'Asie, et puis en Formule 3, il a fait une première saison, et puis une 2e où il est arrivé 2e, et en Formule 2, il a fait 19e, 6e, puis 3e. Donc pour l'instant un palmarès très intéressant. L'année est encore en cours, là où il est 3e. Donc voilà, pour l'instant Jack Doohan, un recrutement intéressant. Cela dit, on va pas se mentir, Alpine, ça n'attire personne. Et d'ailleurs, Flavio Briatore l'a très bien redit, parce que c'est aussi l'événement important, c'est quand même le retour de Flavio Briatore chez l'écurie Alpine, qui est en lambeaux, vraiment c'est l'écurie en lambeaux de la grille. Rien ne va, on a viré la moitié de l'effectif, on renouvelle l'effectif, on fait revenir un directeur, on le revire, on fait revenir un directeur, on le revire. Bref, l'écurie a besoin de stabilité, d'un plan. Du coup, dans la panique, on a refait venir Flavio Briatore, qui doit s'occuper de la stratégie de la marque Alpine en Formule 1. Autant dire qu'il a tout à faire, parce que là, c'est le zoo, que l'écurie n'est pas compétitive et qu'on ne sait pas où ils vont. Donc, en effet, Jack Doohan, ça reste assez logique. D'ailleurs, Flavio Briatore lui-même l'a dit. L'intérêt, pour l'instant, ne se focalise pas sur les pilotes. On se fiche des pilotes qu'on a. Pour l'instant, c'est la structure. Il faut revoir toute la structure d'Alpine, le fonctionnement. Il faut qu'on retrouve cet esprit de compétition et de gagne que l'écurie a. Je ne pense pas que l'écurie a un mauvais personnel. Je pense qu'il y a un problème de gestion en interne énorme. Et qu'il faut tout restructurer, tout simplement, tout remettre à plat pour repartir sur des bonnes bases. Le deuxième recrutement, et là il est tout frais, c'est Logan. Logan, t'as pas sorti tes griffes? Ceux qu'on la ref, les griffes, Logan. Et oui, Logan Sargent, donc, qui a été viré, expédié, manu militari, caput, distant arc, tu peux retourner faire tes vacances au camping aux Pays-Bas. Et oui, Logan Sargent, qui malheureusement a connu encore un week-end très compliqué, comme beaucoup, et qui est venu complètement dire, comment on dit, quel est le terme ? Atomiser sa voiture. Ça a atomisé sa voiture en essai libre 3. Il l'a ruiné, tout simplement, il l'a mis en ruine. Il restait plus que le cockpit. Voilà, elle a même pris feu, il a dû l'évacuer sur une erreur de pilotage assez grossière, il faut le dire quand même. Il s'embarque donc. C'est vrai que la piste des Pays-Bas, c'est une piste qui est ancienne, donc où la piste est plutôt très étroite, et il prend de pleine vitesse, et il roule à pleine vitesse, et il met une roue dans l'herbe, mais alors il roule bien dessus avec l'herbe, et voilà, c'est ultra punitif, on le sait, une Formule 1 à 250 km/h qui roule dans l'herbe, c'est tête à queue, et ça part. Voilà, il s'est pas loupé, et c'est une erreur évitable, et c'est un peu le problème de Logan Sargent, qui jusque-là n'a jamais vraiment brillé.
très en difficulté face à Alexander Albon et qui malheureusement enchaîne les bourdes qui coûtent très cher à l'écurie Williams parce que quand la voiture est cassée, il faut la réparer, ça coûte des millions. L'écurie Williams, elle n'est pas riche, à un moment il faut stopper l'hémorragie et ils ont décidé de le virer. Franchement, c'est logique et on n'attendait que ça. Franchement, Logan n'aura pas marqué l'histoire de la F1 comme on dit. Et il est remplacé par Franco Colapinto. Alors Franco Colapinto, c'est un profil très intéressant, 21 ans, argentin, le premier argentin en F1 depuis, je sais plus, une éternité, plus de 20 ans je crois. Et voilà, un profil intéressant, alors moins bankable je trouve quand même que Jack Doohan, après c'est les résultats qui parlent, c'est tout. En F3, 9e puis 4e, en Formule 2, 25e puis 6e, mais plutôt bon, très bon profil quand même pour venir en Formule 1, méritant. Le problème, c'est vrai, avec Franco Colapinto, avec cette stratégie, c'est que Williams, sur cette deuxième partie de saison, fait venir un rookie de F2 qui a très peu roulé en F1. Là, on parle carrément de roulage pour des essais de jeunes rookies. Et pour faire cette deuxième partie de saison, là où ils auraient pu, stratégiquement parlant, prendre un profil qui a déjà roulé. Un Liam Lawson, peut-être, qui devait se négocier avec AlphaTauri, Red Bull VB-Cash, un Mick Schumacher qui a déjà roulé en F1, ou d'autres qui ont déjà roulé, Felipe Drugovich peut-être, pour l'emprunter 6 mois. Enfin, il y avait des solutions, je trouve, des alternatives plus intéressantes que Franco Colapinto, qui n'a pas d'expérience, qui a très peu roulé, et qui doit s'engager sur cette deuxième partie de saison. Pourquoi avoir pas pris quelqu'un d'expérimenté? Parce qu'on rappelle que l'année prochaine, chez Williams, il y a Sainz, donc de toute façon, Franco Colapinto, il n'y sera pas. Donc là, il va faire 6 mois. En plus, il n'y a quasiment pas de baquet disponible à part Steak. Donc globalement, là, Franco Colapinto, il fait ses 6 mois et après, il fait quoi? Il s'en va. Il fait une pige de rookie de 6 mois. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, ce recrutement un peu en catastrophe. Là, on considère vraiment que Logan est tellement au fond du gouffre qu'on peut mettre n'importe qui, quoi. José de la cuisine, je me demande s'il est pas mauvais, tiens, parce que du coup, il coûte moins cher et on peut peut-être le faire conduire, parce que je crois que je l'avais vu jouer un petit peu sur sa console et il se débrouillait pas mal, il avait claqué un bon temps en Belgique. Non, mais voilà, c'est un choix un petit peu particulier. Bon, on verra en tout cas ce que ça va donner. En tout cas, ça s'enchaîne directement et c'est ce week-end à Monza, dans le temple de la vitesse en Formule 1, surtout chez Ferrari, sur les terres des tifosi qui seront en furie. Donc Ferrari va être scruté à la loupe. McLaren a amené un package de performance qui a massacré la concurrence, il faut le dire, aux Pays-Bas. Le but, c'est de voir si ce package-là est toujours aussi fonctionnel et performant sur un autre type de circuit qui est basé sur la vitesse pure. Et puis on a Ferrari qui amène aussi un gros paquet de packages, évidemment à Monza, à domicile, et peut-être va faire un bond en avant. Tout ça est à surveiller. C'est au Grand Prix, c'est ce week-end, et c'est avec Enfin Bon, bien sûr.